Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Chikara Podcast. Moi c'est Enzo et lui c'est Benoît. Notre objectif avec ce podcast, c'est de vous transmettre un maximum de connaissances, que ce soit sur la physiologie, sur l'entraînement ou tout ce qui l'entoure. Ce podcast gravite autour de l'entraînement en force. Nous sommes avant tout des coachs spécialisés en street lifting, donc si jamais vous décidez de vous faire accompagner pour un coaching en street lifting, il y a la Chikara Academy que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur le site internet. On propose également une formation pour les coachs qui veulent se spécialiser en street lifting. La formation s'appelle Lift & Coach et tu peux la retrouver sur Instagram et sur liftandcoach.fr. Et sur ce, on se dit bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on est avec The Prep Dad, qui est Louis. Donc, bienvenue à toi. Merci d'avoir répondu présent sur ce podcast. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Et donc, aujourd'hui, on va parler pas mal de nutrition, parce que tu es quand même pas mal spécialisé là-dedans. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Louis Barrel, on me connaît sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences de la nutrition et plus de 60 qualifications dans ces domaines-là. J'accompagne des centaines de coachs au travers de mon accompagnement The Prep Dad Mastermind et j'ai également préparé des bodybuilders d'un niveau amateur à professionnel depuis 6 ans maintenant et naturel ou non dans les fédérations IFBB Pro League et WNBF. Ok. Et en athlète, en ce moment, tu gères qui, par exemple, sur les athlètes de body ? Là, sur les athlètes de body, il y a Arthur Glapa qui est vice-champion du monde en men's physique. J'ai énormément d'amateurs. J'ai en ICN Pro, j'ai Nicolas Buba. J'ai Robinson Forestal qui est également WNBF Pro. Après, j'ai des amateurs qui sont très bons. J'ai Gabriel, j'ai Loris qui sont très bons en amateurs qui ont déjà fait des compétitions. J'ai d'autres personnes, j'ai surtout des personnes amateurs et quelques WNBF Pro actuellement. J'ai également Naomi Hailey qui est une des rares athlètes IFBB Pro figure naturelle, avec qui on avait gagné sa carte pro en 2023. Et d'ailleurs, c'est marrant parce vous m'aviez posé la question, est-ce que j'ai déjà coaché des athlètes de force? Elle était athlète de force avant de passer pro. Et je l'avais fait gagner sa compétition de force. Et ensuite, elle a échangé. Et en 6 mois, elle est passée pro bodybuilder. Ah oui, ok, donc c'est qu'elle était déjà solide, hein. Voilà. Je coachais également Maxime Laurent, qui est WNBF Pro en men's physique, et j'ai pas mal de personnes pro et amateurs à un bon niveau. Ok, ça marche. Et t'es aussi du coup formateur à temps plein. Ça fait plus de 3 ans que je forme des personnes au travers de mon accompagnement The Prep Dad Mastermind, qui a aidé plus de 440 coachs depuis 3 ans. Ok. Qui est très qualitative. Ouais. Moi, j'ai pu la faire et c'était très qualitatif sur la formation, franchement. Merci Benoît, ça me fait plaisir. Je la recommande. Merci Benoît, ça me fait plaisir. Et du coup, toi, tu pratiques aussi le bodybuilding ou pas du tout ? Non, je pratique, on va dire, la musculation. Je pratique pas le bodybuilding, j'ai jamais concouru. J'ai pas l'intention de concourir. Et aujourd'hui, avec ce que je fais, de toute façon, n'importe quelle pratique compétitive serait incompatible avec la quantité et la charge de travail que j'ai actuellement. Ok, ça marche. Hyper intéressant. Ouais. Merci pour cette présentation. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton diplôme spécialisé justement chez les athlètes féminines ? Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un postgraduate diploma, c'est-à-dire ce qu'on appellerait un master 1 en France, dans la mesure où en fait c'est un master sans la thèse. En ce qu'on appelle c'est physiologie féminine, c'est ce qu'on dit women's health en anglais, et ça couvre absolument tout, ce qui serait irrégularité du cycle menstruel, avec l'âge également chez les jeunes femmes, etc., au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce qu'on a étudié. J'ai décidé de ne pas faire de thèse, tout simplement parce que j'avais pas le temps. Donc voilà, mais j'ai été au bout de ce diplôme-là. Ok. Donc là, est-ce que on va dire que t'es quand même spécialisé sur les athlètes féminines dans le monde du body, ou t'es vraiment, tu te dis spécialiste du body, mais homme-femme. Il y a pas de privilégié ou... Je pense que si j'ai envie de me définir en tant que spécialiste, ça serait à quelqu'un de me définir et non pas à moi. Donc, est-ce que j'ai une spécialisation dans la physiologie féminine ? J'irais dire que je suis une des rares personnes à avoir fait un postgraduate diploma à l'université de Buckingham dans ce milieu-là, en francophonie. Et également, la thèse de mon master en nutrition que vous voyez juste là, c'était autour des pratiques nutritionnelles et pharmacologiques chez les femmes bodybuilders. C'était une des rares thèses autour de ça. Et donc, on avait évalué, notamment par des questionnaires, ce que faisaient les femmes bodybuilders durant leur préparation, que ce soit en termes nutritionnels et en termes tout simplement de produits dopants, sachant que c'était
c'est relativement peu documenté parce que la recherche chez la femme, Ouais, en réalité, on en a carrément. que depuis Ouais. peu d'années. Mm. Enfin, peu d'années, plusieurs décennies, mais relativement peu par rapport aux hommes. Et donc, Et c'est est-ce qu'on encore peut dire que c'est sous-développé. Mm. et c'est encore sous-développé parce que Mm. c'est beaucoup plus compliqué à tester. Ouais. Donc, est-ce que je suis spécialisé? Je m'en sors pas trop mal. Mm. Ok, trop bien. Bah, on va en apprendre alors aujourd'hui. Trop bien. J'espère. Trop cool. Normalement, c'est le but. Ouais, C'est le but. Et j'espère. puis, pour ceux qui écoutent, vous Ouais, allez normalement en apprendre beaucoup ouais, plus sur les physiologies féminines. ouais. Bah, nous, ça nous intéresse de ouf aussi, notamment en street lifting, hein, avec les blocs d'entraînement. Ouais. Et à mettre ça sur Mm. la périodisation, c'est hyper intéressant. Mm. Et du coup, justement, en parlant de force, toi, tu disais que tu avais accompagné un petit peu des athlètes de Mm. force. Est-ce que tu en as accompagné beaucoup ou juste quelques-uns? Je pense que j'en ai accompagné moins d'une dizaine sur des centaines, voire plus de 1000 personnes que j'ai coachées, donc c'est extrêmement peu. Enfin, du moins, Ouais, Ok. si on parle de pratique de force compétitive. ok. J'ai coaché des personnes qui avaient comme objectif les mouvements de force, mais si c'est pas une pratique compétitive, c'est pas tout à fait la même chose. Ok. Exactement. Ok. Et bah écoute, est-ce que pour toi, du coup, est-ce que ce serait pertinent d'adapter les cycles de nutrition, ou du moins la nutrition autour des cycles d'entraînement, notamment sur les débuts de bloc jusqu'à la fin de bloc, tu vois? Par exemple, en street lifting ou en force en général, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente l'intensité de semaine en semaine sur les blocs d'entraînement. Et est-ce que ça serait intéressant pour toi justement aussi d'adapter la nutrition en fonction de ces blocs d'entraînement? Je pense que c'est toujours contextuel et ça dépendra de plusieurs choses. Déjà, il faudra se demander, est-ce que l'athlète doit respecter une certaine catégorie de poids? Je pense que ça, c'est un des premiers Ok. trucs à se dire, parce que ça va grandement Ouais. définir la balance énergétique que vous pouvez accommoder, on va dire, à Mm. cet athlète-là. Ça serait la première chose. La deuxième chose, c'est les besoins de la personne. Et donc, par les besoins, c'est est-ce que l'augmentation du volume justifie réellement un besoin supérieur, ou est-ce que c'est une augmentation tellement marginale qu'elle ne justifie pas un besoin supérieur? Parce que du coup, si on parle street lifting, vous parlez de street lifting, Oui. Ou en force et, générale, oui, y a pas de souci. et que vous parlez d'un de mouvement au poids de corps, vous devez maintenir une certaine composition corporelle et un certain poids pour que ce soit Mm. relativement optimal. Donc ça sera Mm. à Ouais. quel point est-ce que vous pouvez avoir une marge raisonnable pour que la personne puisse quand même progresser d'une manière supérieure à son augmentation de poids de corps. Parce que s'il y a un ratio ou peu importe. Donc est-ce que Bah, c'est c'est ça, important de... si Vas-y. le poids de corps augmente trop, par exemple sur les muscle-up, qu'on a une augmentation de la masse grasse trop importante, en fait, on porte un poids mort et ça va être beaucoup plus compliqué. Là où faut vraiment avoir justement un équilibre entre masse sèche et masse grasse pour pas que ça devienne contre-productif, surtout sur ce mouvement-là, quoi. Donc la réponse à cette question de est-ce qu'on doit périodiser la nutrition au fur et à mesure du temps, j'irais dire qu'à ma connaissance, dans beaucoup de cas, c'est beaucoup moins nécessaire que ce qu'on pense. Je pense qu'on y reviendra un Ok. petit peu après, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auront des avis divergents par rapport à ça, mais je pense notamment en termes d'ajustement qu'il y a bien moins de choses à faire, même lorsqu'il y a des progressions de volume d'entraînement à partir du moment, et c'est toujours le même référentiel, c'est est-ce que vous progressez sur vos entraînements? Et je pense que ça s'applique dans n'importe quelle pratique. C'est si vous continuez à progresser d'une manière relativement linéaire, sans ajustement de nutrition, malgré une augmentation de volume, est-ce que du coup vous justifiez une augmentation du total calorique, par exemple? Donc je pense que c'est plus comme ça qu'il faudrait le rationaliser. Et du coup, ça serait très contextuel à la progression de l'individu dans les mouvements. Et si on fait la moyenne, on va dire, des 3-4 mouvements qu'il doit faire, est-ce qu'il progresse ou non? S'il progresse, il n'y a pas de raison d'ajuster quoi que ce soit. S'il progresse pas, les variables à regarder, ça pourrait être la nutrition, ou ça pourrait être, et c'est souvent ça la plus grande chose, ça serait le volume total d'entraînement. Ouais. Qui peut Ok. être trop élevé pour la personne ou justement trop faible. Vous n'allez pas pouvoir compenser un volume trop élevé avec une nutrition plus haute. Ouais. C'est pas quelque chose Parce de que, vraiment en fait, possible. moi aussi, ma réflexion, en fait, c'était surtout, vu qu'on a des grosses intensités sur les semaines 4, par exemple, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des baisses pas forcément de motivation, mais du moins des baisses d'énergie, en fait, pendant les séances, tu vois, en intra-séance. Et du coup, c'est pour ça aussi, ce que je trouve intéressant, par exemple, sur mes semaines 4, moi, c'est vrai que j'ai énormément faim, bizarrement, tu vois, lorsque j'ai des grosses intensités, tu vois. Et pourtant, mon volume total de séance, il change pas, tu vois. Il n'y a pas de changement sur mon volume total de séance, mais c'est vraiment l'intensité qui est vraiment plus élevée. Et du coup, c'est pour ça aussi que je trouve que, personnellement, en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant d'ajouter peut-être un petit peu plus de glucides sur une semaine 4, tu vois, pour justement avoir d'éviter, tu vois, ce down un petit peu en séance, notamment en plus les séances qui vont durer un petit peu plus longtemps, forcément, parce qu'on vient chercher des charges plus importantes aussi, donc la séance est plus longue aussi, tu vois.
Et ça sera du coup le deuxième point également. C'est à quel point est-ce que votre glycogène musculaire est-il taxé et à quel point Mm. est-ce que vous pouvez restocker ce glycogène musculaire. Ouais. Ouais. Si vous avez la capacité de le restocker rapidement, il y aura sûrement pas de problème. Si justement tu as des Mm. séances de plus en plus longues, là on peut parler Ouais. de l'ajout certains intra-workouts. Là on peut parler de la périodisation même de la nutrition au sein même d'une journée, suivant Ok. le nombre d'entraînements que tu pourrais avoir. Et là, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. Mais ça reste des cas un peu plus rares, parce que souvent, on peut pallier à ça en adaptant l'intensité de l'entraînement bien plus qu'en adaptant la nutrition, à partir du moment où la nutrition reste à un total qui reste Oui. normal, on va dire. Plus élevé, ouais, ouais. Voilà. Parce que c'est vrai que si on est en surplus, au final, les réserves de glycogène elles vont être le plus souvent pleines. Donc au final, on n'a pas forcément intérêt à augmenter les glucides. Ouais. Par contre, là où on va être en maintien et peut-être en déficit, il y a peut-être plus d'intérêt à augmenter les glucides. Exactement. Le seul Sur intérêt les dernières où il y aurait, le seul intérêt où il y aurait à augmenter les glucides, ça serait si vous êtes, enfin, du moins en surplus, ça serait si vous avez, par exemple, 2 sessions dans la journée. Ouais. Et que vous avez Ok. besoin d'une resynthèse plus rapide entre 2 séances. Si vous êtes en Mm. surplus constant, que vous avez une séance par jour, il y a pas d'énorme justification d'une augmentation de glucides même par rapport à ça. Ok. Et du coup, toujours pour parler un peu d'adaptation de la nutrition en fonction de la périodisation, toi, comment t'adapterais la nutrition en phase de picking et sur la phase d'affûtage de taper? Comment est-ce que vous définissez ces phases dans votre domaine? Alors, picking, c'est vraiment définir le pic de performance sur le jour de la compétition. Et le taper, c'est justement une réduction de l'intensité qui va permettre une récupération totale et d'augmenter cette performance. C'est la phase finale du picking, en fait. Donc le picking, vous parlez de la performance le jour J. Ouais. C'est ça. Bah, en fait, c'est créer le pic de performance sur une date définie. C'est ça. Donc c'est un enchaînement de semaines d'entraînement, ok, où on vient chercher un maximum d'intensité, la spécificité, Ouais. la spécificité d'entraînement sur du 1, 2, 3 RM. Et un Ouais. volume assez faible. Ouais. Et après, le taper où on redescend pour arriver vraiment à un effet de surcompensation assez intéressant le jour de la compétition. Et du coup, sur le taper, on réduit encore le volume et on essaye de réduire quand même, on essaye d'augmenter, ou de maintenir une intensité quand même adéquate pour créer des adaptations pour la compétition. La question déjà à se poser, c'est avant d'arriver au picking, dans quel état, on va dire, physiologique et de fatigue est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous arrivez dans un Ouais. état où vous êtes relativement fatigué ou non? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être compensé par la nutrition? Petit 1. Et le petit 2, ça Ok. serait, durant la phase de taper, la chose la plus prudente, et ça pourrait même s'appliquer par exemple lorsque vous faites du bodybuilding ou peu importe, ça serait de rester sûrement vers la maintenance calorique. Ok. Est-ce qu'il y aurait une justification d'une augmentation de calories? En fait, on a souvent l'idée de plus de calories est égal à plus d'énergie. Je suis pas totalement d'accord avec ça. C'est relatif à la dépense totale que vous allez avoir. Et Oui. au stock, justement, de glycogène que vous avez déjà, et à l'état physiologique de fatigue dans lequel vous arrivez sur la performance à un moment donné. Si quelqu'un arrive, a dû faire un certain poids, qu'il a dû faire une certaine déplétion, bah forcément, dans ce cas-là, vous allez faire, on va dire, une surcharge, un front load, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de glucides pour recharger, on va dire, au début, et ça serait du coup ce que vous appelez peaking, et durant le taper, vous le remettrez à la maintenance pour que son poids sûrement diminue un peu vers le poids que vous souhaitez atteindre pour son jour Ouais. où il y a des performances, ce qui lui permettra d'avoir ses meilleures performances en ayant récupéré grâce au fait qu'on ait peut-être front load un petit peu les glucides en avance et s'assurer également qu'il n'y ait pas d'inconfort digestif. Mais d'une manière générale, quand il s'agit de périodisation de nutrition pour un événement précis, selon moi, ça doit juste être quelque chose qui doit avoir été testé en amont. Oui. On ne doit pas se retrouver à tester des trucs un mois avant la compétition et se dire ah ça va peut-être marcher. À la rigueur, j'irais te dire peut-être un mois, ça te suffit. Mais tu n'as pas de tête Ouais. à tester un nouveau Ouais. truc ou de nouveaux macros que tu n'as jamais testé, nouveaux aliments que tu n'as jamais testé, ça s'applique dans n'importe quelle discipline, ça. Le jour de la compète ou même la semaine de la compète, parce que ça pourrait créer des inconforts quelconques qui pourraient poser problème justement à la personne. Ok. Et justement c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont souvent au-dessus du poids que dans la catégorie auquel ils correspondent, justement pour optimiser la performance et essayer d'être le plus rempli dans cette caté-là, d'être le plus fort possible. Toi, c'est quoi les techniques, on va dire, que tu mettrais en grand 1 et on va dire la dernière technique que tu utiliserais pour justement qu'un athlète arrive au poids de sa compétition, de sa catégorie? C'est-à-dire qu'il doit perdre du poids.
Ouais. Ouais, souvent c'est perte de poids. Donc toi, dans quel ordre tu mettrais, par exemple, la première chose à faire, ce serait, je sais pas, de faire un déficit, et la dernière chose qu'il faudrait faire chez un athlète, on va La dire, première chose, selon les contextes. la première chose, faire un déficit. La dernière chose à faire, un water cut. Ouais. La première chose à faire, un déficit, mais c'est parce que j'ai l'impression, enfin, c'est ce que j'ai vu même quand j'avais beaucoup étudié ça, notamment aider des personnes qui font de la boxe, etc. Lorsque j'avais fait un autre postgraduate diplôme en nutrition de la performance, le problème de beaucoup de ces athlètes, parce que si on est par exemple dans le spectre du bodybuilding, on a l'habitude de voir des personnes très disciplinées, qui pèsent leurs aliments, qui suivent leur diète. Ça s'applique pas à tous les sports. Et ça s'applique très Ouais. peu dans beaucoup de personnes. Enfin, les seuls moments où ces personnes seront sérieuses, souvent, c'est quand vraiment, on va dire, elles sont en prépa pour un combat ou pour là une performance X ou Y à un moment T dans le temps. Donc, le plus gros problème de ces personnes, c'est sûrement déjà la relation et l'éducation qu'ils ont par rapport à la nutrition. Et donc, si on réussit à résoudre ce problème, eh ben, faire le poids, ça se résume tout simplement à faire un déficit calorique. Ça, Ouais. c'est la première chose. Après, évidemment, c'est si vous arrivez à la semaine de la compétition, que vous voyez que vous avez 1 ou 2 kilos en trop, vous pourriez très bien avoir une déplétion en glycogène et donc baisser les glucides. C'est le moyen, on va dire, le plus rapide et le moins risqué de perdre du poids, même si ça peut engendrer une certaine fatigue. Ouais, c'est ça, parce que la déplétion de glycogène, du coup, on va avoir une fatigue quand même assez importante, arrivé en fin de bloc à l'approche de la compétition, quoi. Tout dépend à quel point est-ce que tu vas faire une grande déplétion. Oui. C'est, ça, ouais. j'irais plutôt dire, en cas de dernier recours. Et puis, la deuxième chose également à se dire, c'est lorsqu'on crée un déficit calorique, est-ce que la chose prioritaire qu'on est obligé de diminuer, lorsque notre objectif c'est la performance, ce sont les glucides? Et la réponse c'est non. Ça, on nous a mis dans la tête. Je sais pas pourquoi, notamment dans le milieu francophone, quand vous regardez toutes les vidéos qu'il y a de nutrition, faire un déficit 12 tous en premier, ah bah vous baissez les glucides et, ah oui, surtout les lipides, faut les laisser à 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Et je pense qu'il y a aussi cette mode où on a peur un petit peu, il y a eu un peu le sucre c'est mauvais, les glucides c'est pas bon, Ouais. et du coup je pense qu'il y a aussi ce truc où si on veut perdre du poids faut enlever les glucides, là où c'est pas du tout forcément le premier macronutriment auquel il faut l'enlever, quoi. Bah, si l'objectif c'est la performance. Oui, Si l'objectif c'est la oui, performance. tout dépend de l'objectif, ouais. Voilà. Et même chose, c'est beau dans l'idéal de vouloir garder les lipides aux alentours, je sais pas, de 1 gramme par kilogramme de poids de corps. Quand vous êtes à 1600 calories, vous faites 80 C'est kilos. compliqué, hein. C'est compliqué. Ça, c'est la première chose à se dire. La deuxième chose également à se dire, c'est les personnes qui sont alarmistes et qui disent ah oui, non, 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 tu dois pas baisser tes lipides pour tes hormones sexuelles. Mais est-ce que ce sont les lipides et la baisse des lipides qui causent justement des problèmes d'hormones sexuelles ou c'est le déficit calorique? Et arriver à un taux de masse grasse qu'on appellerait élémentaire. Par exemple, dans le bodybuilding, on va dire en dessous de 8%. Et donc, c'est plus comme ça qu'il faudrait réfléchir. Et c'est totalement possible, notamment durant certaines phases, si vous avez besoin, on va dire, d'avoir un déficit plus important, en ayant moins d'effets, on va dire, je vais pas en dire physiologique, mais en termes de performance négative, baisser les lipides, ça peut être une bonne option. Ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est pas assez connu, ça encore. Il y en a beaucoup qui se disent si je dois perdre du poids rapidement, on baisse les glucides, mais au final, les glucides c'est aussi une source d'énergie hyper importante pour les efforts. Donc potentiellement les lipides, c'est vrai que c'est hyper intéressant, quoi. Bah, surtout que, ouais, et puis en vrai, les lipides aussi, c'est 9 calories par gramme. Ouais. Aussi. Et ça, c'est Donc, quasiment c'est- le double des glucides, donc, Et le problème, ça sera la total calorique et la densité également de l'aliment, parce qu'il y a une densité calorique importante pour un volume alimentaire relativement faible, ce qui, pour beaucoup de personnes, ne facilite pas l'adhésion. Ouais. Bah ça va augmenter potentiellement la sensation de faim, quoi. Ça augmentera potentiellement la sensation de faim. Et du coup, la water cut, pourquoi tu la mettrais en dernière? Pourquoi ce serait la dernière méthode que tu utiliserais? Les effets potentiels délétères sur la santé que ça aurait, les risques que ça a dans n'importe quel sport, couper l'eau, diminuer l'eau, il y a que des effets négatifs. Pour les effets sur la performance, on voit qu'une baisse du taux d'hydratation je sais pas, de 3%, ça entraîne une baisse de performance, je crois, de 20%, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de dire c'est ça, ouais. chiffre au hasard, mais Je crois que c'est 1%, 1% c'est égal à 10% de perte de performance, ouais. quelque chose comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si vous avez besoin de faire ça, c'est juste que le timing nutritionnel que vous avez eu durant votre préparation était mal géré. Ouais, et puis le truc qui est, je trouve, souvent fait avec les water cuts, c'est que c'est mal fait. Et du coup, au final, il y a plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs à se dire, ok, je suis au poids, mais en fait, je suis moins fort que si j'étais monté sur la caté du dessus, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas assez connu encore sur le water cut. Et il y a beaucoup d'effets négatifs, comme tu disais, surtout sur la performance. Et les gens se disent, ouais, faut augmenter un petit peu la quantité d'eau, mais des fois, ils l'augmentent pas assez pour avoir les effets bénéfiques de la water cut. Donc, Exactement. Et pour revenir du coup sur le picking et le taper,
C'est vrai que avant l'échéance, moi j'aurais tendance à faire un petit peu aussi pareil que ce qu'on a dit justement sur les semaines 4, augmenter aussi un petit peu pas mal les glucides, pas forcément mettre de fibres ou de trop de lipides non plus, pour justement pas avoir cet aspect aussi un peu matière grasse, tu Ouais. vois, et justement optimiser à maximum, tu vois, notre taux corporel et optimiser à maximum la performance en fait le jour J, donc vraiment quasiment optimiser que les glucides et que les protéines, même s'il faut quand même avoir aussi le total calorique. Donc je sais pas ce que tu penses de ça aussi. Est-ce qu'il faudrait pas chercher 2-3 jours avant, tu vois, la compétition, un restock pour remplir De toute façon, le après, stock de c'est un glycogène? des effets du taper. Le taper augmente, enfin, la recharge de glycogène. Donc forcément, Mm. c'est vrai que ça va être, Mm. enfin, même si on n'augmente pas les glucides au final, Oui, on va quand même avoir une recharge plus ouais. importante de Avec la glycogène. Donc récupération. ouais. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Ok. Mm. Ok. Et du coup, justement, en parlant de glucides, on va passer justement à la partie sur les glucides et la performance. Est-ce que tu penses que le timing des glucides autour de l'entraînement, il a un réel impact sur la performance en force? Ou même dans un performance tout court? Alors, la question de quoi elle est différente. Si on parle de force pure, un RM, un effort court, l'impact, il est beaucoup plus limité que ce qu'on pense. Il y a Mm. peu Ouais. d'effets directs sur la Mm. force maximale. Il Ouais. pourrait y avoir des effets possibles dans certains contextes. Je sais pas si vous avez pas mal de Mm. fatigue, si vous avez une double séance, si vous avez un volume élevé. Parce que ce qu'il faut se dire maintenant, c'est au niveau des glucides, à quoi est-ce que ça sert? Bah, ça va servir à reconstituer le glycogène musculaire, à fournir du glucose pendant l'effort, peut-être à limiter la fatigue centrale. Mais la force maximale, est-ce que ça dépend de ça? Non. Non, la force Ah non, c'est maximale, ça ça, dépend notamment ouais. du recrutement neuromusculaire, du Mm. système phosphagène, et pas principalement du glycogène. Donc il n'y aura pas d'effet, on va dire, sur la force pure. Il n'y a également pas d'effet clair du timing des glucides, que ce soit avant, pendant, après, ou du moins, il n'y a pas de différence notable de ce que j'ai vu dans la littérature sur la performance immédiate. Ouais. Peut-être à plus long terme, mais en tout cas sur le court terme, il n'y a pas vraiment d'effet. Ok. En Sur une fait, séance où on ferait que juste un RM sur une barre, quoi. ouais. Non, mais même ou une Ok. séance où tu as peu de volume. On va dire que c'est si tu as un Ouais. volume plus élevé, où tu fais de l'hypertrophie, du bodybuilding, peut-être dans votre pratique, il y a également peut-être un volume, et où il y a une fatigue glycogénique plus importante, les glucides, ça peut clairement vous aider à maintenir le nombre de répétitions que vous allez faire. Et donc, justement, si vous avez peut-être un glycogène bas et des séances multiples, là, les glucides, ils amélioreront forcément la performance en restaurant les stocks de glycogène. Mais c'est Ouais. le grand principe. Après, également, ce qu'on voit dans certaines études, ça reste l'effet psychologique potentiel placebo du goût sucré et de la sensation d'énergie. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est il y a des études comme ça où il y a ce qu'on appelle un mouse rinse, où juste vous allez prendre, je sais pas, une boisson isotonique, vous la mettez dans votre bouche et vous crachez, et on Ouais. voit qu'il y a J'ai vu. des effets potentiels bénéfiques sur la performance. Mm. Et donc ça suggère Ah, quoi? donc il y a beaucoup de psychologique, quoi. Bah non, mais c'est surtout ça suggère ouais justement un effet peut-être plus central que métabolique. Donc Ouais. les glucides autour du training, notamment lorsque vous êtes en surplus, il y a peut-être pas d'intérêt. Et à la rigueur, si vous êtes dans un déficit prolongé, si vous êtes, voilà, c'est plus ça. Si vous êtes dans un déficit prolongé pendant un certain temps, mettez la majorité de vos glucides autour de l'entraînement, oui. Et justement, en parlant de déficit, c'est vrai que quand on sait qu'en consommant les réserves de glycogène, elles vont mettre entre 24 et 48 heures à se remplir, est-ce que c'est pas aussi contre-productif de se dire, je le prends avant l'entraînement ou après, enfin après si potentiellement, mais avant l'entraînement, et du coup on se dit, bah potentiellement les réserves de glycogène, elles vont se faire que 24 à 48 heures après, même si elles vont faire quand même un petit peu avant, mais est-ce que c'est pas aussi contre-productif de se dire, bah je prends des glucides, je vais être mieux dans l'entraînement, quoi. Je sais pas, parce qu'il faudrait également te dire que potentiellement, les glucides que tu consommes avant t'aident quand même à reconstituer tes réserves de glycogène que tu as épuisées durant l'entraînement d'après. Ok. Ouais. Donc, mais j'irais dire que oui, c'est pas si tu as une certaine quantité de glucides qui est faible, l'idée la plus intelligente, c'est sûrement de mettre après l'entraînement bien plus qu'avant. Ouais. De toute façon, dans tous les cas, c'est vrai que même après la séance, ça fait du bien d'avoir on va dire une petite récompense sucrée, Voilà. surtout quand on est en déficit, de se dire ok, je recharge un peu les batteries plutôt que de se dire avant, je suis dégommé pendant ma séance, je ressors de la séance, je suis encore cuit. C'est vrai Exactement. qu'après, ça fait petite récompense en sortant de la séance. Et tu penses que justement les régimes pauvres en glucides sur du long terme, c'est intéressant justement sur la performance? Notamment nous, tu vois, par exemple, on voit, on a parlé de façon juste un petit peu juste avant, mais en street lifting, on a besoin aussi d'avoir
une masse corporelle qui est quand même optimisée pour la performance, parce que bah forcément si on soulève du poids mort, c'est pas intéressant et ça optimise pas notre performance, notamment sur les muscle-up, les tractions, les dips. Et est-ce que pour toi c'est intéressant justement les gens qui vont réduire drastiquement leurs glucides par peur justement de pas être performants, et sur du long terme c'est peut-être pas si intéressant que ça? Les régimes low carb, c'est compatible lorsque vous faites de la force pure. Je sais pas si vous faites du 1RM, Ok. etc. Je pense que c'est compatible. Ça reste sous-optimal lorsque vous avez pas mal de volume d'entraînement et d'hypertrophie. Parce que, enfin, vous aurez pas un environnement, on va dire, favorable pour la prise de muscle ou le maintien musculaire. Et également, ce qu'on voit, c'est surtout un glycogène bas, c'est souvent une fatigue plus rapide. Et donc, vous aurez un impact sur le volume total d'entraînement, les gammes de répétitions, enfin, les répétitions d'une manière générale, les séries longues. Donc, Ouais. après, moi, ce que j'avais vu sur les études, c'est quand il s'agit de performance maximale, il n'y avait pas de différence significative entre un régime cétogène et quelque chose de normal sur du 1RM. Ok. Ouais, c'est ça. Dès qu'après on part sur du D'accord, 1RM ouais. et qu'après on a un peu de renfort, on part sur du x10, x12 et que là on rajoute du volume, surtout en phase de construction. Nous en force, on a des phases de construction, on a beaucoup de volume pour justement construire de la masse musculaire pour l'exploiter plus tard. Et ben on se rend compte qu'au final, ça peut être compliqué quand même de gérer ça, quoi. Et et même au niveau des glucides, je trouve que un régime aussi pauvre en glucides, on va augmenter peut-être un peu plus les lipides, un peu plus les protéines, mais du coup on va avoir une densité calorique avec les lipides qui va être plus importante, on va avoir peut-être plus de sensations de faim, et c'est vrai que pour l'adhésion de la personne, je pense que c'est plus compliqué aussi en sport de force, je pense. Je suis d'accord. Ok, donc en fait, pour faire un petit point, en fait, pour les personnes qui chercheraient juste à faire un régime quasiment cétogène, en fait, Ouais, quasiment cétogène, en fait, faudrait uniquement que leur entraînement soit basé sur du 1RM, pas de back-off, ça serait que des top sets, pas de back-off, et ça serait, ouais, et ça serait et que, encore, ouais, ouais. et ça serait que du 1RM, pas de volume, pas trop de séries, enfin, ou du moins pas trop de répétitions non plus. Mais Et, même ça, c'est ce que j'irais appliquer à une logique plus générale, même dans n'importe quel exercice. C'est en soi, c'est si vous êtes en déficit calorique, réduisez vos gammes de répétition. Sauf si vous en avez besoin pour votre discipline. Parce que si ça taxe plus le glycogène musculaire, vous aurez plus de fatigue accumulée. Dont vous n'avez pas besoin. ok. Ok. Très, très intéressant, hein, franchement. Et c'est vrai que les glucides, on n'en parle pas assez en sport de force, et c'est hyper important, je trouve, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais si vous mangez trop de glucides, c'est pas bien. Si vous en mangez pas, c'est pas bien non plus. Enfin, en fait, on entend tout et rien, et en fait, faut surtout remettre dans le contexte. Ça peut s'adapter à chaque profil aussi, en fonction de leur vision, de leurs adhésions et de comment ils voient aussi leur nutrition à côté. Et on peut très bien progresser en ayant un apport plus faible en glucides. Par contre, il faut faire attention également à son volume total. Peut-être que la personne aura un volume total un peu plus faible. Et ça, faut faire attention, quoi. Puis faut pas oublier que c'est un sport de force. On n'est pas des cyclistes qui vont taper 100 km tous les 2 jours à vélo, quoi. Ouais, Nous, on est faire juste... 2 séances dans la journée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et bah écoute, vu qu'on sait que t'es un petit peu plus aussi spécifié dans les femmes, nous ça nous intéresse énormément aussi dans notre périodisation et de programmation d'entraînement. Et du coup, est-ce que tu penses que il faudrait adapter la nutrition aussi en fonction des cycles menstruels chez les femmes, tout simplement? Ça, c'est la question qui est extrêmement débattue. C'est la question piège. Parce que c'est vrai qu'en fonction des cycles, on a des recharges en glycogène différentes, on a d'utilisation des substrats qui est un peu différente. Donc c'est vrai que c'est une question un peu... En fait, la réponse courte, c'est oui, mais la réponse un peu plus longue, c'est ça doit être de façon nuancée et individualisée pour la personne. Parce que, en fait, on est d'accord qu'il y a des variations hormonales réelles des oestrogènes, la progestérone, qui influencent le métabolisme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines personnes qui viennent expliquer, oui, il vaut mieux mettre des glucides là parce qu'ils sont mieux métabolisés à ce moment-là. Ok, on est d'accord sur le principe. Mais on sait qu'il y a des effets sur la performance qui sont relativement faibles et très variables. Donc il n'y a pas de règle stricte par rapport à ça. Et c'est juste des ajustements. Parce que dans le cycle menstruel, vous avez 2 grandes phases. Vous avez la phase folliculaire, qui va du début du cycle jusqu'à l'ovulation, et ensuite la phase lutéale qui est après l'ovulation. Ce qu'on voit dans la phase folliculaire, c'est que potentiellement vous allez avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, donc vous avez potentiellement une utilisation plus efficace des glucides. Et au contraire, dans la phase lutéale, ça serait un métabolisme que certaines personnes viendraient appeler comme plus
lipidique, vous avez également, je crois, une température corporelle qui est un peu supérieure, et donc vous auriez une légère augmentation des besoins énergétiques. Mais on n'a pas de résultats clés sur la performance, ou du moins les résultats qu'on a, c'est faible ou absent. Il n'y a pas de différence significative, que ce soit même sur la VO2 max, l'endurance, la performance, la force, le sprint, la puissance, quand il s'agit du cyclage des glucides, de la nutrition au cours du cycle. Donc en fait, le cycle n'explique pas à lui seul les variations de performance. Mais c'est toujours la même chose, il y a une variabilité individuelle qui est importante. Parce que il y a certaines femmes qui vont vous dire qu'elles ont une fatigue peut-être accrue en phase lutéale, peut-être une baisse de motivation à certains moments, peut-être de meilleures sensations à d'autres moments. Et donc, les effets individuels, ils sont réels. Mais c'est pas ce qui va ressortir statistiquement. Donc, du coup, pour revenir, si je me perds pas, pour revenir à la réponse sur la question, c'est est-ce qu'il faut adapter la nutrition? Oui, en fonction de l'individu. Mais ça serait des ajustements qui sont légers. C'est pas une refonte totale du plan. Et je sais que c'est devenu... moi, c'est tout le temps mon avis sur la question. C'est devenu un atout marketing que de parler du training pour les femmes, de la nutrition pour les femmes. Actuellement, même, vous pouvez regarder les femmes qui sont spécialistes dans ce domaine, parce que je suis un homme qui parle, et forcément, parfois, ça peut être mal vu, mais si vous regardez même les femmes qui parlent dans ce domaine-là, et qui sont réellement qualifiées, elles diront exactement la même chose. Ok. Donc, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que notre nutrition fonctionne et qu'il n'y a pas de baisse de performance significative, ou du moins de baisse d'énergie sur le cycle, en fait, on garde la même nutrition tout simplement en fonction du cycle. C'est adapté à chaque personne. Mais si une athlète féminine voit notamment sur sa phase du coup folliculaire une baisse notamment d'énergie, là par exemple ça pourrait être intéressant de contrebalancer un petit peu la balance des lipides et des glucides peut-être, et après inversement sur la phase lutéale. Oui, mais est-ce que c'est dû au cycle menstruel? Ou est-ce que c'est juste des variations normales? C'est ça. C'est ce qu'il faut et après aussi, il faut voir aussi en fonction de l'entraînement aussi. Parce que si le cycle d'entraînement aussi fait en sorte que ça arrive sur un pic de force ou un pic justement d'intensité, il y a ça aussi, cette variable à prendre en compte, parce que notre entraînement, il est pas tout le temps linéaire aussi. Et après, il y a aussi le taf, il y a aussi le stress. C'est ça, il y a le stress externe. C'est ça. Il y a plein de choses à prendre. Psychologique qui peut impacter les douleurs, par exemple justement des menstruations qui peuvent être compliquées chez certaines femmes, qui peut augmenter du coup la fatigue, la sensation de faim chez certaines. Et il faut prendre ça en compte. Donc, les recommandations par rapport à ça, c'est si vous voulez, on va dire, être théorique, c'est en phase folliculaire, vous favoriser un peu les glucides, et en phase lutéale, vous allez peut-être ajouter un petit peu de calories, juste avoir des glucides suffisants, faire attention à votre hydratation, mais c'est tout. Et après, durant la phase menstruelle, durant les règles, là, c'est juste maintenir les apports énergétiques, suivant si la personne a un spécialiste, pourquoi pas qu'elle prenne du fer, et adapter individuellement, que ça soit le volume d'entraînement ou le repos, si la personne en a besoin. Mais la priorité d'une manière générale, peu importe la phase du cycle, et toutes les revues d'ailleurs, elles insistent sur un point fondamental, c'est adapter les macros selon le cycle, c'est inutile si l'apport énergétique global, il est insuffisant. Parce qu'on sait justement que chez les femmes, il y a plus de risques de low energy availability, la triade de l'athlète féminine, qu'on appelle aujourd'hui RED-S, et c'est très fréquent parce que je crois qu'il y a jusqu'à quelque chose comme plus de 40-47% de risques, notamment je crois chez les athlètes, voire même plus que ça chez les athlètes. Et tu parlais de RED-S, justement, ça consiste en quoi pour les gens qui connaissent pas justement ce principe-là? Alors la RED-S, c'est ce qu'on appelle Relative Energy Deficiency in Sport, c'est un état où l'organisme n'y reçoit pas, on va dire, suffisamment d'énergie pour couvrir à la fois les dépenses liées à l'exercice et les fonctions physiologiques de base. Alors à la base, on appelait ça LEA, Low Energy Availability, triade de l'athlète féminine, mais on a juste changé ça parce que on voyait que ça concernait également les hommes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand la valeur, justement, elle est trop basse, en fait, le corps, il va venir, on va dire, économiser en réduisant certaines fonctions vitales. Donc, et puis après, les mécanismes derrière, on va dire, le RED-S, ça sera hormonal au niveau de la santé osseuse, au niveau du métabolisme, au niveau du système nerveux et au niveau de la masse musculaire.
Ouais, chez les femmes, ça peut être un dérèglement des menstruations aussi, ce qui nous permet aussi chez les coachs de voir potentiellement justement et de déceler ce problème-là, quoi. Oui, oui, oui. Ok. Et justement, pour revenir sur les cycles menstruels, est-ce que tu penses que selon la phase dans laquelle la femme se trouve, que ce soit folliculaire ou lutéale, il faut plus ou moins augmenter ou réduire le volume ou la fréquence d'entraînement, sachant qu'on sait que sur la phase lutéale, on sait que la récupération, elle est un peu plus impactée. Ça, je pense que ça revient à la même chose que la réponse pour la nutrition. Ok, ça dépend des femmes. La réponse, ça sera la même. Ça sera dans l'idée. On s'est imaginé que la personne pouvait tolérer plus de volume ou quoi. C'est combien est-ce que ça va réellement être en pratique. Et ça, on peut pas le déterminer tant qu'on n'est pas avec Ouais, la personne. Et même chose, ça serait N of one, le N de un. Et donc, potentiellement, ça s'appliquerait, j'irais dire, pas à tout le monde. Et donc, c'est à voir en fonction de ouais. l'individu. Mm. Donc si on voit potentiellement, à partir du moment où on traque le cycle, des effets potentiellement négatifs sur la phase lutéale, et on voit que le volume il commence à être compliqué à suivre, ça peut être un des objectifs qu'on peut réaliser, c'est potentiellement réduire le volume ou la fréquence. Exactement. Que si c'est observé, bien sûr. Que si c'est quelque chose d'observé. Pourquoi est-ce que vous irez changer quelque chose? C'est toujours la même chose. C'est si c'est pas cassé, faut pas le changer. Si ça marche. Ouais, c'est Ouais, ça, si ça marche, c'est exactement. que faut le garder. Ok. Donc en gros, le conseil que je donnerais clairement, c'est si ça fonctionne, gardez ça, quoi. Oui, Tout simplement. Ok. aussi Et simple que si vous ça. voyez pas forcément de fatigue ou de changement drastique lors des menstruations, bah faut pas changer, quoi. Ok. Et du Exactement. coup, toujours pour rester sur le sujet des femmes, c'est vrai qu'il y a un sujet qu'on parle pas assez, ou qui est mal compris, c'est le sujet de la contraception hormonale. Il y en a beaucoup qui disent que ça a un effet négatif sur la performance. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet-là? Si on parle de bon déjà préambule avant de parler de ça. Moi, je juge pas les personnes qui ont un moyen de contraception hormonale. C'est pas mon problème et ça concerne ces personnes-là parce que il y a beaucoup de personnes qui le font pour plein de raisons et qui sont parfois des raisons qui ne nous concernent même pas nous. Donc à partir de ce moment-là, j'émets pas de jugement de valeur là lorsque je vais dire ce que je vais dire. Si là, on parle de performance pure, Ouais. Pas de santé, ouais. non, ça n'impacte pas de manière significative la performance, mais c'est toujours la même chose. Il y a des variations individuelles et il y a Ouais. potentiellement des nuances. Parce que, en fait, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que sur les contraceptifs hormonaux, déjà, ça vient, on va dire, supprimer ou stabiliser les fluctuations naturelles du cycle. Ça réduit les variations d'oestrogène et de progestérone et ça crée un environnement qui est lisse parce que du coup, vous avez plus les variations que vous avez lors du cycle. Et donc, en fait, théoriquement, quand on pense comme ça, on sait que ça pourrait impacter la synthèse protéique, la récupération, le métabolisme énergétique, justement, si on n'a plus les phases et que ça a tout lissé. Ouais. Mais en pratique, les effets qu'on voit, c'est soit modeste, soit inconsistant dans la littérature. On a, à ma connaissance, aucun effet significatif sur l'hypertrophie, sur la force, sur la puissance. Du moins, à ma connaissance, avec la pilule. Même chose sur la performance globale, on va dire la VO2 max. Dans certains cas, j'avais vu des baisses possibles de la VO2 max, mais cette baisse de la VO2 max, elle se traduit pas en baisse de performance réelle. Ouais. Donc vous avez Mais une donc baisse ça de la peut VO2 dire que max, ça mais peut augmenter potentiellement quelque chose pour équilibrer avec la voilà. baisse de la V2 max. Et après, évidemment, il y a d'autres études qui suggèrent des variations au niveau de la récupération, peut-être des changements également. Ce qu'on voit, c'est au niveau de la motivation et des différences encore une fois suivant les types de progestatifs utilisés. Mais les Ouais. effets, même Parce qu'il y en a chose. qui suivent un peu plus les cycles naturels de la femme, là Voilà. où il y en a d'autres qui vont être plutôt lisses. Et après, pareil, on parle de quels contraceptifs hormonaux. C'est vrai qu'il y en a, ça va plutôt être Voilà. progestatif, d'autres à l'œstrogène. C'est vrai qu'il y a des différences aussi, enfin, on va dire, entre les différents types de contraception hormonale. Ok. Mais c'est quelque chose dont je parle justement dans The Prep That Mastermind. Les effets, encore une fois, même si on doit les connaître, nous, quand on est coach, et même les pratiquants d'une manière générale, mais ils restent faibles en moyenne. Et parfois, ils sont peut-être perceptibles qu'individuellement pour la personne. Donc, c'est à la personne de vous communiquer ça. Ouais. Et ensuite, également, si on parle juste parce que si on parle de performance, on doit parler de blessure. À ma connaissance, il n'y a pas non plus d'effet négatif majeur sur la santé osseuse. Ok. Voilà Ok. pour. Je pense qu'il y en a en termes de contraception hormonale et performance. La réponse, c'est
Il y a sûrement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de dramatiser ces choses-là, mais il y a beaucoup moins d'effets que Ouais. ce qu'on pense. Et là, on parle pas des effets sur la santé. Moi, je juge pas les effets sur la Et santé. surtout c'est qu'il y a des pas effets le domaine. positifs en plus pour les femmes qui ont des problèmes, notamment le SOPK, des problèmes d'irrégularité menstruelle. C'est un Il y a aussi traitement des avantages sur ça, c'est quoi. un traitement, c'est un des traitements qui peut être utilisé pour le SOPK. Ouais. Et c'est vrai Exactement. que forcément, il y a des femmes qui peuvent pas faire autrement. Et donc, même si ça baisse, on va dire, leur niveau de performance, faut faire avec aussi, quoi. Exactement. Ok. Bah écoute, très très intéressant ce petit passage, enfin ce gros passage quand même sur Ouais. les Les femmes. athlètes féminines. Ouais, carrément. On en sait un petit peu plus comme ça. Et est-ce que pour toi, on parlait un petit peu d'insuline aussi tout à l'heure, est-ce que pour toi la sensibilité à l'insuline, elle joue un rôle important sur la progression en force? Oui, mais de manière indirecte. Parce que, en fait, c'est de manière indirecte, parce que la sensibilité à l'insuline, elle va surtout influencer la capacité du muscle à utiliser les nutriments. Et donc, ça, cette capacité à utiliser les nutriments, ça impacte la récupération, l'hypertrophie et donc la progression en force. Ça n'a pas Ouais. un impact qui est direct. Parce C'est que, un impact indirect, ouais. en fait, c'est un impact qui est juste indirect. Donc, et évidemment, pour être en bonne santé, il vaut mieux avoir une bonne sensibilité à l'insuline. Mais si vous n'avez pas la meilleure sensibilité à l'insuline, d'une manière directe, ça n'impactera pas la force. D'une manière indirecte, ça l'impactera. Peut-être que même en hypertrophie, il y aurait peut-être un plus grand lien parce que on sait Ouais, également que forcément, Oh, c'est anabolisant aussi, donc voilà. forcément, ça va être plus compliqué, ouais. Voilà, parce qu'en fait, une Mais bonne sensibilité à l'insuline, souvent, ça réduit la dégradation protéique et ça facilite l'entrée des acides aminés dans les muscles. Et donc, justement, une bonne sensibilité à l'insuline, c'est un environnement plus favorable à l'hypertrophie. Et également, on sait que une bonne sensibilité à l'insuline, ça améliore peut-être la vasodilatation et la livraison des nutriments aux muscles. ouais. Donc, Donc, un bon flux nutritif. voilà. Mais donc ça, c'est des effets indirects sur la force. Et justement, toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, si on parle pas des personnes diabétiques, parce que c'est compliqué pour les personnes diabétiques, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour améliorer la sensibilité à l'insuline? Notamment, il y a l'effort, mais qu'est-ce qu'il y a autre chose que l'activité sportive? Oui, perdre du gras. Perdre du gras, ça améliore la sensibilité à l'insuline? Ah, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Ça sera Ok. perdre du gras. En termes de compléments alimentaires qui semblent également utiles, on a la berbérine qui semble bien à certains dosages. Alors, à ma connaissance, je sais plus si c'est 500 mg en plusieurs prises par... Je crois que c'est 500 mg en 2 ou 3 prises par jour qui semble intéressant. Également, pour la flexibilité métabolique, on voit que la L-carnitine, même s'il faudrait des dosages relativement élevés lorsque c'est oral, ça semble intéressant. Mais la meilleure chose à faire pour justement améliorer cette sensibilité à l'insuline, ça sera souvent la perte de masse grasse. On sait également aujourd'hui que les agonistes du GLP-1, l'Ozempic, etc., aident à la sensibilité à l'insuline parce que ça a été conçu pour ça, Oui. en partie. Donc, mais après, ça, c'est quelque chose que je recommande pas d'une manière médicale car c'est une, Ouais, il peut y une avoir source des effets, médicamenteuse, même si actuellement, à ma connaissance, les peptides sont légales en France et, enfin, du moins dans certaines parties. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent faire la promotion des peptides parce que c'est une zone juridique grise. C'est vrai que l'Ozempic, on en entend beaucoup parler en ce moment, Ouais. ça tourne pas mal sur les réseaux. Après, faut savoir aussi que peut y avoir des effets négatifs aussi, non? Il y a après le Ozempic, on n'a pas de données dessus. Le vrai problème, moi, que je trouve aujourd'hui, c'est les personnes qui viennent faire la promotion de peptides, par exemple comme le rétatrutide. Et le problème du rétatrutide, c'est qu'il n'a pas encore été approuvé sur l'homme. On est en 2026, je pense qu'il sera pas approuvé avant 2027. Pour moi, c'est plus le réel problème. Et évidemment, Ouais. il y a des effets négatifs lorsque des médicaments sont détournés, mais ça, c'est valable pour tous les médicaments. Oui. C'est si vous prenez des médicaments qui n'ont pas une utilisation médicale pour une certaine raison, vous mettez votre santé en danger. Bah, c'est ça. Et puis si tu prends un médicament pour résoudre une problématique, mais que la problématique principale c'est que tu dors mal, tu manges mal et que tu fais pas de sport, déjà. Il y a beaucoup de choses à Ouais, c'est ça. gérer avant de... Ouais, c'est ça. quoi. Faut ça, toutes les études qui fonctionnent sur justement les agonistes du GLP-1 comme l'Ozempic, semaglutide, tirzepatide, etc. C'est des interventions qui, au-delà d'une intervention médicamenteuse, sont des changements du mode de vie. Donc, il faut évidemment une activité physique, une nutrition C'est plus ça. adaptée, un apport en protéines important. Tous les grands principes s'appliquent, peu importe ce que vous faites de toute façon. C'est le plus important déjà avant d'aller voir ailleurs, c'est de s'intéresser sur les grands principes fondamentaux, quoi.
Et donc, en gros, si on pouvait synthétiser tout ça, donc l'insuline, si on veut l'améliorer au moins, du coup, la sensibilité, ça serait de perdre du gras et de Hum. manger mieux aussi, forcément. Ok. Et j'allais dire Peut-être quelque chose réduire qui le permet stress aussi réduire le stress, améliorer son sommeil, pour et ça c'est la base. améliorer le taux de cortisol, ouais. Ouais. Mais ça, c'est la base Améliorer pour le tout, en vrai. sommeil Donc, et je hmm. sais pas, avoir un apport en micronutriments suffisant. Ok. Ok. Et du coup, toujours pour rester un petit peu sur le thème de la nutrition, on va parler un petit peu de supplémentation. Mhm. Toi, t'avais fait justement un sujet sur ça. On entend souvent qu'il faut prendre 5 grammes de créatine, Mhm. mais est-ce que tu peux contredire un petit peu cette idée-là qu'on entend souvent au niveau des 5 grammes de créatine? 5 grammes, c'est, on va dire, si on prend une moyenne, ça correspond à pas mal de personnes, mais c'est d'ailleurs limite peut-être même élevé pour beaucoup de personnes. Hmm. Ouais. La dose de créatine, c'est comme la dose de caféine, c'est comme la dose de bêta-alanine, c'est Faut en l'adapter. grammes par kilogramme par jour. Pour une phase de maintenance en créatine, souvent on dit 0,03 grammes par kilogramme de poids de corps par jour. Ok. Et c'est cette phase-là, la phase justement de maintenance, qui a donné, à ma connaissance, la règle des 5 grammes par jour. Mais si vous voulez adapter la dose à vous, c'est 0,03 grammes par kilogramme par jour de créatine. Pour une phase de maintien. Après, ok. Pour une phase de maintien et pour des gens qui sont pas forcément dans les sports de force, mais qui sont plus des gens lambda, en fait, qui font pas Non, forcément de non, force. non, ça Ouais. serait pour la performance d'une manière globale. Ok. Ok. Et Hmm. après, Et justement, sur une phase de charge où on veut augmenter un petit peu cette dose-là, c'est x10. toi, tu recommandes x10. Ok. C'est zéro. Enfin, souvent, il y a des gens. Bah, la même chose. Il y a des gens qui viennent dire 20 grammes par jour. Ça me paraît C'est beaucoup, hein. Mais pour une phase de charge, ça me paraît relativement juste. C'est 5 à 7 jours. Hmm. Ça fait 0, enfin, si on le prend en kilogramme de poids de corps, 0,3 grammes par kilogramme de poids de corps. Le seul intérêt, c'est de saturer rapidement les réserves musculaires. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi en France, quand je regardais un peu des vidéos, à l'époque, c'était en 2017, il y avait encore des personnes sur YouTube qui venaient nous expliquer que les phases de charge, ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est pas que ça sert à rien. C'est juste que ça sature plus vite. Donc la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous voulez avoir des effets rapides ou des effets plus lents? Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça change pas grand-chose. Faites une phase de charge si vous en avez envie. Faites pas de phase de charge si vous en avez pas envie. Phase de charge 0,3 grammes par kilogramme par poids de corps. Phase de maintien 0,03. Et donc, si vous faites le calcul rapidement, hein, si vous faites 0,03 fois, je sais pas, 85 kilos, on va prendre je sais pas, un pratiquant moyen, 75 kilos, ça fait 3 grammes de, même pas, Ouais. ça fait 2-3 grammes de créatine pour maintenir par jour. Et Ouais. ce qui est bien, c'est aussi de se dire, du coup, le paquet il dure plus longtemps. Ça, Non mais, non mais, c'est non, mais voilà. l'aspect économique. Après, justement, Est-ce que c'est c'est pas justement fait pour ce que j'allais augmenter dire. justement, il y avait une vidéo de Nassim qui disait il faut prendre une certaine dose, ça va améliorer. C'est vrai qu'il y a des études qui disent que ça améliore, ça commence à améliorer certains effets sur le cerveau. C'est encore potentiel, mais est-ce que c'est pas aussi pour augmenter l'achat, augmenter l'utilisation de la créatine, augmenter la dose et du coup potentiellement acheter plus souvent, plus régulièrement, quoi. J'ai très récemment fait une vidéo sur ça. Je crois que c'est pour les membres de mon Instagram, j'allais dire c'est sur YouTube, mais je crois pas que ça soit sur YouTube. Justement sur la créatine et la santé cognitive, on n'a pas de preuves concluantes pour l'instant. Ouais. Mm. Pour l'instant, c'est que potentiel. Non mais il y a beaucoup de personnes qui viennent relayer ça sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, on n'a pas de preuves concluantes. Alors oui, ça pourrait potentiellement être intéressant. Les personnes elles parlent notamment par rapport aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, Alzheimer, ouais. mais on n'a pas de données concluantes. Alors si vous avez envie de prendre 10 grammes de créatine par jour, si vous voyez qu'il n'y a pas d'effet négatif sur votre santé, pourquoi pas, mais est-ce que vous avez envie de mettre votre argent là-dedans? Je sais pas non plus. Ouais. Ok. Et du coup, en phase de charge, justement, toi, tu disais qu'il fallait découper en 3 ou 4 prises pour éviter les inconforts digestifs. Oui. Et est-ce que on peut quand même la prendre en une prise ou ça risque d'être compliqué au niveau digestif? Ouais, et puis Perso- niveau assimilation aussi, on arrive à tout assimiler en une prise. je pense que la question de l'assimilation, ça serait pas un problème. On voit potentiellement Ok. que la créatine est mieux assimilée avec des glucides, ou du moins que ça semble être mieux. Personnellement, moi, Ok. je prends 15 à 20 grammes de créatine tous les jours, tout le temps, durant Ok. mon entraînement, à jeun, et j'ai pas de problème. C'est un exemple. Ok. Parce que encore l'autre jour, Ouais. j'ai fait une vidéo YouTube et il y a quelqu'un qui me disait ah oui, mais la créatine, c'est pas hypoglycémiant.
Alors, je sais qu'on entend ça dans le milieu francophone, il y a aucune donnée qui explique que la créatine, c'est hypoglycémiant. Ouais. Aucune. Donc, en fait, moi, ma philosophie, c'est plus prenez la créatine au moment. Moi, si je la mets pas dans l'entraînement, vu que je m'entraîne à jeun et je prends juste des EA durant l'entraînement pour pas vraiment être à jeun du coup, c'est le seul moment où je vais m'en souvenir. Et j'ai pas envie de faire 3 verres d'eau dans la journée où je vais boire un truc. Pas bon. C'est ça aussi, ouais. Faut se dire, si je la prends 3 fois, faut pas que j'oublie que je la prenne sur les 4 prises, faut pas que j'oublie une fois, quoi. Et c'est aussi de se dire, c'est une moins de charge mentale de la prendre qu'une fois. Donc c'est vrai qu'après, faut voir les pour et les contre. Est-ce qu'au niveau digestif, c'est pas un peu mieux de la prendre 3-4 fois? Mais par contre, est-ce que je vais pas l'oublier de la prendre potentiellement 2 fois dans la journée, quoi. C'est ça. Exactement. Donc ça, Et tu parlais de phase de charge, du coup, t'entends quoi par phase de charge, ou du moins, pour quelle utilité? Par exemple, est-ce que cette phase de charge, on devrait en abuser et en prendre sur tous les blocs, notamment en fin de bloc, ou est-ce que cette phase de charge, on devrait en prendre uniquement sur les compétitions, à l'approche de compète, ou des choses comme ça? Mais non, en fait, la phase de charge, c'est uniquement quand tu commences à prendre de la créatine. Parce que, ok. Je pensais que tu parlais justement de phase de charge à la fin. Non, Ok. la phase de charge, c'est uniquement quand tu commences la créatine pour saturer tes réserves plus rapidement. Une fois que tes réserves sont saturées, tu peux en prendre 10, 15, 20 grammes. Tu pourrais pas les saturer plus. Ça changera rien. Ok. C'est pour ça que j'expliquais que le raisonnement des gens qui disent ça sert à rien, il est pas logique. Ça sert juste à saturer plus vite. Donc finalement, ça revient au même, sauf qu'il y en a un où vous aurez peut-être des effets accrus plus rapidement. Ok. J'imaginais pas du tout comme ça. Je pensais que c'était plutôt juste avant une grosse échéance ou quelque chose comme ça. Ok. Ça marche. Et si tu veux faire la prochaine question, si tu veux. Excuse-moi. Du coup, sur les études, on entend souvent que on va dire que la dose optimale de protéines, c'est entre 1,6 et 1,5 par kilo de poids de corps. C'est vrai que c'est une idée qui est souvent faite où on se dit on va prendre le maximum de cette fourchette-là, aller chercher 2,5. Mais c'est vrai que au niveau des inconvénients, je trouve qu'il y en a quand même plusieurs, notamment le fait de réduire les calories sur les autres macronutriments. Est-ce que tu peux développer un peu plus ce sujet-là? J'irais dire que c'est contextuel parce que là, tu dois pas mettre plus de protéines au détriment de doses optimales de glucides et de lipides. Tu dois t'assurer d'avoir des protéines suffisamment hautes pour maintenir l'intégrité de tes tissus. Après, ce qu'on a vu dans la littérature, je crois que c'était en 2025 où ça a été un peu revu. 1,6, c'est plus vraiment conseillé pour quand vous faites de la musculation. C'est souvent plus aux alentours de 2 grammes par kilogramme de poids de corps. Finalement, la recommandation qu'on donnait depuis extrêmement longtemps. Et j'irais l'extrapoler à si vous êtes en déficit pour potentiellement, c'est toujours la même chose, c'est par mesure de précaution, et c'est ce que j'aime bien dire, par mesure de précaution, être bien plus élevé, je pense pas spécialement que ça soit un problème. Oui. Après, tout dépend aussi du contexte. En déficit, c'est sûr qu'on va pas pouvoir monter aussi haut qu'en surplus calorique. Ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on a moins de calories pour répartir justement entre les différents macronutriments. Et puis après, il y a également peut-être l'avantage des protéines où on a un effet thermique des aliments qui est supérieur, donc on met plus de calories pour les digérer. On brûle plus de calories pour les digérer. Donc ça pourrait être intéressant. Il y a certaines personnes qui rapportent sur la satiété, même si la question... Ça, j'en parle également dans le mastermind, et normalement, je pense que tu le sais, j'ai dû en parler. C'est la question des protéines, la question des protéines sur la satiété. En fait, pas vraiment. Il y a un effet de seuil. Vous avez un bon effet de satiété, je dis n'importe quoi, jusqu'à 1,5 grammes, et entre 1,5 grammes et 2,5 grammes, il n'y a pas d'effet supplémentaire sur la satiété. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça et qui extrapolent tout ce qu'on dit à n'importe quoi. Et donc non, il y a un effet de seuil des protéines. D'ailleurs, j'ai fait un réel sujet que je le sortirai peut-être aujourd'hui quand le podcast sort, je sais pas. Et justement, il y a un effet de seuil où c'est ce qui compte. Et donc, c'est pas la chose la plus rassasiante. Peut-être que la chose la plus rassasiante, ce sera quoi? Ce sera peut-être les fibres. Peut-être. Ouais, peut-être même d'une manière générale, le volume alimentaire. Et du coup, les intérêts de vraiment de monter les protéines hautes, ça serait, je sais pas, si vous êtes un peu parano et que vous avez peur de perdre du muscle. Oui. C'est ça. Et c'est surtout ça, en fait, c'était ça ma question, c'est qu'il y en a souvent, ils ont peur d'être pas assez et ils montent au seuil le plus haut, quitte à des fois envisager de prendre moins de glucides, moins de lipides et des fois d'être un peu au niveau énergique, d'être un petit peu plus faible. Et au final, des fois, c'est un peu contre-productif, quoi. Faut regarder à quel point ça impacte les performances. Évidemment, de toute façon, peu importe le déficit, vos performances à un certain stade vont être impactées. Parce que, notamment si vous êtes en déficit et que vous perdez du poids,
si vous êtes en déficit et que vous perdez du poids, faites le ratio. Si vous perdez en performance, mais que vous perdez du poids, c'est logique que vous soyez moins fort quand vous êtes plus léger. Je sais qu'il y a une obsession pour maintenir les performances. Oui, vous devez tenter au maximum de maintenir vos performances, mais c'est normal, potentiellement, qu'il y ait des choses qui baissent. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui viendra me choquer. Après, dans l'idée, en déficit, souvent, c'est entre 2 et, on va dire, 2,5 grammes de protéines. Il y a des études qui sont montées jusqu'à 2,9, même plus. Je crois sur des bodybuilders, j'avais vu quelque chose comme 2,8, où il pourrait y avoir encore des bénéfices, mais pour de la population générale. Enfin, c'est plus sur des naturels, forcément, quoi. Ouais. On est plus forcément sur des sujets potentiellement plus naturels, donc forcément, avec une Ouais, capacité à... Mais même chose, c'est ce qui, je saurais même pas dire s'il y a un énorme impact. Ouais. Parce que finalement, on voit aujourd'hui des bodybuilders qui se ravisent et qui consomment 2 grammes par kilogramme de poids de corps et qui s'en sortent très bien. Ouais. Ok. Qui des bodybuilders non naturels. Donc on va dire peut-être en déficit, être entre 2 et 2,5 c'est bien, et ensuite en surplus, être entre 1,8 et 2,2 c'est bien. Pour des sports typiquement de la musculation. Ok. Ok. Super intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Écoute, on t'a réservé une petite surprise. Oui, dites-moi. Notre thème sur le podcast aussi, c'est la minute question. Donc en fait, le principe tout simplement, c'est de balancer plein de questions. Tu réponds soit par oui ou soit par non. Là, Tu peux l'objectif, justifier après. Hein. on pourra justifier après, mais on le sait très bien, hein, c'est beaucoup, ça dépend du contexte et tout. Et là, l'objectif, c'est juste d'envoyer du oui ou du non. C'est chronométré? Ah, Non. non, Ah, ok. c'est d'être le plus rapide On possible. on balance. Ok. Et voilà, donc tu réponds soit par oui ou soit par non. T'as droit à des jokers, hein, si tu veux. Il y en a qui sont pas J'ai faciles. des fois. le droit à combien de jokers? 2. Deux. Il y a Allez. combien? Il y a 2 questions? C'est ça. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Allez. La nutrition est-elle plus importante que l'entraînement? Non. La plupart des compléments sont-ils du bullshit? Oui. Ne pas varier son alimentation type riz d'Inde, est-ce optimal? Non, c'est pas optimal. Les 10 000 pas par jour sont-ils obligatoires? Non. Vaut-il mieux consommer son total calorique sur un seul repas ou sur plusieurs dans la journée? Plusieurs. Faut-il privilégier la quantité ou la qualité des macronutriments? Elle est dure, celle-là. Est-ce que tu peux répéter la question? Faut-il privilégier la quantité ou la qualité des macronutriments? Joker, car la question est mal formulée en fait. Bon, on pourra la voir à la fin. La nutrition est-elle plus compliquée qu'on ne le croit? Non. Les substituts ultra-protéinés, barres, boissons, fromages enrichis sont-ils vraiment des game changers? Oui. Les fruits sont-ils vraiment moins intéressants qu'avant en termes de micronutriments? Non. Le bio est-il surcoté? Oui. Penses-tu que le système actuel ne privilégie pas assez la qualité des aliments, pardon? C'est-à-dire système. Le système économique, on va dire le Ouais. système actuel, quoi. Ah oui, On va dire ça en privilégie France. pas, oui, ça, oui, Ouais. oui. Ok. Est-ce que la plupart des pratiquants de force mangent mal et trop gras? J'en connais pas assez, mais de ce que je connais, j'irais dire oui. Une prise de masse est-elle plus dure qu'une sèche? C'est génétique. Ok. Donc, Joker, si tu D'ailleurs- veux. D'ailleurs, es-tu plutôt team prise de masse ou team sèche? Maintenance. Ok. Ok. C'est bien aussi. Est-ce que tout le monde peut donner des conseils en nutrition? Non. D'ailleurs, il y a une règle marrante. Je sais pas si elle est vraie. Mais je coupe, hein, c'est pour l'anecdote. Je sais pas si vous avez vu, il y a des choses qui sont passées récemment sur les réseaux sociaux où est-ce qu'il paraît en Chine, pour donner des conseils scientifiques, ils interdisent de le faire aux personnes non qualifiées. Ouais, Ok. Moi, j'ai jamais vu ça, ouais. Ok. Je sais pas si c'est une fake news ou pas, mais ça m'étonnerait pas que ça soit vrai, et si c'est vrai, je pense que ça pourrait être une très bonne chose. Ouais, Ouais, carrément. ça mettrait des bonnes limites. Ouais. Et la dernière question, pour mieux dormir, faut-il vraiment manger au minimum 2 heures avant le coucher? Oui, Ok. Est-ce qu'on pourrait revenir sur certaines questions ou pas? tu peux revenir sur tout ce que tu veux. Notamment, du coup, faut-il privilégier la quantité ou la qualité des macronutriments? Et en fait, ça veut rien dire. Est-ce qu'on parle pourquoi je t'ai dit que la question est mal formulée? Est-ce qu'on parle à calories égales? Ah, c'est ça, ouais. Ouais, bah ouais, à calories égales, ouais.
En fait, le truc, c'est que Mais non, en fait, c'est vrai du que coup, la question était dure. on peut pas y répondre. Parce que Ouais, du coup, c'est ça. c'est si tu privilégies qu'est-ce que ça veut dire la quantité? Moi, j'aurais dit, En fait, c'est est-ce que tu manges, par exemple, est-ce que tu manges moins, s'il vaut mieux moins manger, mais privilégier, on va dire, la qualité nutritionnelle avec la richesse au niveau des micronutriments, des macronutriments, plutôt de se dire, je prends quelque chose de plus calorique, mais c'est moins riche en micro et en macronutriments. bon, Peut-être là, en fait, c'est une comparaison qui est impossible. Parce que tu me parles être en déficit versus être en surplus. Ouais, c'est ça. Ouais. Faudrait dire, plutôt, est-ce qu'il faut juste je saurais même pas comment formuler la question en soi. Ouais, j'aurais plutôt pu Ça serait mettre. plus un macronutriment égal, vaut-il mieux quelque chose d'ultra transformé ou non, je sais pas. Enfin, ça serait compliqué. D'une manière générale, la quantité, c'est ce qui compte dans les lois de la thermodynamique. La qualité est, je pense, évidemment importante, mais par qualité, c'est plus des choses indirectes, c'est-à-dire avoir ces micronutriments, avoir suffisamment de fibres. Ouais. Et ça, avoir ces choses-là, les prérequis, c'est souvent de manger suffisamment de fruits et de légumes. Ouais, donc ça dépend de la quantité. Ce qui vient, voilà. Ok. Et le bio est-il surcoté? Moi, ça m'intéresse. On n'a pas de données sur le fait que la nourriture bio soit mieux. Ni en termes de composition nutritionnelle, Ouais, de bien sûr. micronutriments. À ma connaissance, il n'y a pas de données qui nous montrent que ça soit mieux. Ouais. C'est juste mieux. Enfin, c'est mieux pour l'environnement et c'est mieux voilà. pour son En éthique. fait, moi, ce que j'allais dire, la raison valide du bio, ça serait la question écologique. Ouais, Par carrément. exemple, consommer en circuit court, consommer de saison, c'est très respectable. Consommer bio pour sa santé, ça veut rien dire. Bah, sauf peut-être par rapport aux produits aussi qu'ils utilisent, non? Sur les aliments et tout. Bio ne veut pas dire aucun pesticide ni rien. C'est aussi ça. Hein, si on regarde les législations. Bio, ça veut pas dire qu'ils vont rien mettre sur les fruits et les légumes. Ouais. Ok. Donc j'irais dire d'une manière globale qu'il y aura pas de différence sur l'impact sur la santé du bio versus du non bio. Parce que c'est souvent se préoccuper des mauvaises choses. Ouais. Parce que souvent, les gens qui se préoccupent de ça, est-ce qu'ils ont vraiment le meilleur total calorique, la meilleure répartition des macronutriments, des micronutriments? Est-ce qu'ils consomment assez de fibres? Est-ce qu'ils ont une dépense calorique totale suffisante? Si vous me répondez oui à tout ça, alors on pourra redébattre sur le sujet, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Ouais. C'est plus par principe, quoi. Ouais. Ok. Et moi, j'aimerais revenir également sur une question. C'est vrai que on entend beaucoup les aliments avant, surtout les légumes, les fruits, étaient beaucoup plus qualitatifs avant. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai écrit un article justement dessus où il comparait dans les années, je crois, 1900, alors j'ai plus la date exacte, une liste de légumes, de fruits. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de différence. Et en plus, que potentiellement, les seules différences qu'il y avait, c'était par rapport aux échantillons, ou peut-être que les fruits et légumes étaient mal nettoyés et que potentiellement il y avait de la terre, ou alors les objets avec lesquels ils étaient manipulés, en fait, il y avait potentiellement des résidus. Ce qui fait qu'en fait, il y a potentiellement des écarts sur certains fruits et légumes, mais qui sont plus dus au matériel et au contexte, on va dire, méthodologique de l'étude, plutôt que vraiment aux fruits et aux légumes en tant que tels. Je pense que c'est un très bon résumé de ce que je pense. Il y aura pas de différence significative, contrairement à ce qu'on tenterait de nous faire croire. Je sais même pas d'ailleurs ce que les personnes qui essayent de nous faire croire ça essayent de faire. C'est plus sûrement. C'est un peu marketing, je pense, toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle un market? petit peu de marketing pour vendre un petit peu plus de bio, ou alors, je pense, c'est un peu ça, je pense. La plupart des personnes qui viennent argumenter là-dessus viennent argumenter, par exemple, pour la diète carnivore, à dire que ça sert plus à rien de toute façon. Ok. De consommer des légumes, parce que de toute façon, aujourd'hui, les légumes servent à rien. Eux, c'est leur argumentaire. Leur argumentaire, il est absolument fallacieux et c'est pas le reflet de ce qu'on a aujourd'hui dans la littérature. Ok. Et est-ce que toi, t'avais des questions sur lesquelles tu voulais revenir ou pas? Il y avait quoi d'autre comme question? Il y avait, t'as un petit peu, ne pas varier son alimentation type riz d'Inde. C'est pas optimal. Bon, après, on parle pas de diversité, quoi. Ça dépendra d'à quel point ton alimentation de base est bien. C'est sûr que si ton alimentation de base c'est riz d'Inde, varie, c'est mieux. Ah bah oui. Si ton alimentation de base, t'as déjà tous tes micronutriments, je pense pas qu'il y ait d'énormes problèmes à pas varier du tout, tu vois. Ouais. En fait, le gros avantage, c'est que ça va être très facile à calculer. Un macronutriments, riz d'Inde, tout le temps, si tu manges tout le temps les mêmes quantités et tout, c'est hyper facile. Par contre, effectivement, il n'y a pas du tout de diversité. Donc en fait, t'as pas du tout de micronutriments variés. Ça dépend si c'est riz d'Inde tous les lundis ou si c'est riz d'Inde tous les jours. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. aussi, tu vois. Il y a cette simplicité,
Mais par contre, niveau santé, c'est pas tip top. Mm. Bah écoute, ça clôture bien le podcast, hein. Merci messieurs pour si ça te va, l'invitation. Merci à toi. Est-ce que tu vas en dire un peu plus sur la formation que tu proposes Ouais, ou tes carrément. coachings? Ou est-ce qu'on peut te retrouver Euh, aussi sur Insta et tout Vous pouvez me retrouver sur YouTube avec ma chaîne The Prep Dad. Et pour les personnes qui Ok, sont intéressées également, mon mastermind, c'est là pour aider les coachs. C'est la seule formation qui parle de système de business et de connaissances de coaching pour être un coach qui met la science dans la pratique. C'est ce que ok, j'allais Très dire. qualitative. ok. Il y Merci. a un site ou pas par rapport à la formation? www.theprepdad.com/mastermind. Ok, bah voilà. Voilà. Bah écoute, merci en tout cas pour ton intervention. C'était Merci à Merci à vous. super toi. intéressant. J'espère que Merci beaucoup. les auditeurs vont pouvoir en apprendre plus. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast alors. Merci Ciao beaucoup, ciao. messieurs. À très vite. Ciao, ciao. Eh bien merci.